Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de Trick Track TV particulière et spéciale, bienvenue dans cette Trick Track TV particulière et spéciale. Parce que nous recevons M. Damien Maric ici présent. Comment tu vas bien, Damien? Très bien. J'accroche mes mots parce que, pour tout vous dire, je viens de faire une explication d'une partie de Frat et Tigris. Voilà, et là, j'ai la bouche. Non, il n'a pas gagné. On ne l'a pas encore fait. C'est pas bien ça, hein? Non, tu n'as pas gagné. Ah non. Peut-être qu'il va gagner. Je me suis fait exploser. En fait, ce qui se passe, c'est que Damien surfe sur Trick Track depuis très longtemps, 2003, tu nous as dit, et je l'ai croisé à Geekopolis. Il m'avait fait part il y a un an de l'intérêt qu'il pouvait avoir à visiter nos locaux pour voir comment ça marchait, etc. Il faut dire que c'était un juste retour parce que lui-même nous avait fait visiter. C'était les siens, je me souviens au moment de la sortie de son jeu, parce que tu as été auteur de jeu, Ouais. London 1888, qu'on a cherché ici pendant 20 minutes et qu'on n'a pas trouvé. Entre autres, parce que tu as été aussi chasseur de buffles, dresseur d'ours. Tu as fait des milliers de trucs, on va en parler. T'as fait ça Et donc à Geekopolis, tu m'as dit j'aimerais bien venir et j'ai dit oui, quand tu veux. Tu m'as dit ouais, je veux voir les étagères avec les jeux, tout ça. Je dis ah, mais dépêche-toi parce que dans 15 jours on a nos travaux, il n'y aura plus les jeux, ce sera autrement. Si tu veux venir avant, tu m'as dit oui, je veux venir avant. Et donc je t'ai proposé aujourd'hui, donc ce mardi 2 juin, pour faire une petite partie. J'ai invité mes deux compères, le Dr Mops, l'excellent, l'incroyable Dr Mops, que tu as découvert donc en 2003 Moi, aussi. ça le perd. Hein. De quoi Il me laisse Ah, le compte. il perd la partie. Et puis le nouveau, le petit bisu, Guillaume, qui est là, qui n'était pas là en 2003. Bonjour Damien, enchanté. Je suis ravi de vous rencontrer. Nous sommes deux. On a fait une explication de Fat et Tigris, mais on ne joue pas Fat et Tigris l'estomac vide. Donc on va aller manger, mais entre-temps on s'est dit on a un peu de temps, on va faire un petit peu de papotage. On va parler de qui tu es, pourquoi, comment. Tu nous as ramené des petites choses. C'était des cadeaux, mais je t'ai dit on va en parler. Parce que c'est intéressant. D'abord, comme tous les vieux cons, on aime bien se plonger dans le passé. C'est ça, on aime bien ça. Hein. Et donc effectivement, toi tu as découvert Trick Track en 2003, tu nous disais, parce que tu voulais faire un jeu. C'est ça? En fait, oui, j'étais fan de Jack l'Éventreur. J'ai adoré Jack l'Éventreur à l'âge de 12 ans. En fait, je lisais Sherlock Holmes et mon préféré c'était le chien des Baskerville. Et ma mère m'a appris que Sherlock Holmes n'existait pas. Ça fout toujours un coup. Mais tu sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est faux, en fait, qu'il a existé. Mais Et là, tu vois, la plupart des gens sont choqués par la non-existence du Père Noël enfant. Et lui, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Quoi? Comment? Non. C'était dur. Au 221 Baker Street, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ou alors pas lui. Ah, Il y a quelque chose. Il y a juste un petit coup d'œil aujourd'hui, vous allez voir. Et donc j'étais extrêmement triste, j'avais 12 ans, et même 11 ans. Et donc du coup, elle a vu ça et elle m'a dit, par contre, il y a un autre personnage qui a existé. Il s'appelle Jack l'Éventreur. Et il y avait un téléfilm le soir de David Wickes, en 2 parties, avec Michael Caine. Ah, je l'ai vu. Et j'ai vu ça, j'ai adoré, et j'ai commencé à lire à la bibliothèque tout ce qu'il pouvait y avoir sur Jack l'Éventreur. Et sur l'époque, cette époque lantonienne, victorienne. Et à ce moment-là, j'avais eu envie d'en faire quelque chose. Et je me suis dit, j'aimerais bien en faire un livre. Mais il y avait déjà un livre, il y avait plusieurs livres. Alors du coup, j'ai abandonné l'idée, je voulais en partager tellement cette idée que je me suis dit, je vais en faire une BD. Puis un peu plus tard, une BD très connue qui s'appelle Fromel, qui est sortie. Je me suis dit, un joli film aussi. C'est pas grave. Donc, j'ai voulu en faire un film. Et un film est sorti avec Johnny Depp. Je me suis dit, je vais en faire un artbooké. Croyez-le ou non, mais il y a vraiment eu un artbook qui est sorti. Et je voulais absolument partager ça. Parce que c'était tellement une aventure pour moi quand j'étais gamin que je voulais vraiment montrer cette aventure avec le public, montrer cette enquête incroyable dont on n'a jamais trouvé le tueur et encore aujourd'hui énormément d'hypothèses, vraies ou fausses. Et donc, du coup, j'avais réuni tellement d'informations qu'un jour, j'étais chez un ami auteur et un monsieur qui est à côté de moi. Je lui parle de cette idée-là et il me dit tu devrais, toi qui adores jouer, tu devrais en faire un jeu. Et le soir, je suis rentré et ma compagne dormait. J'ai passé une nuit blanche à imaginer des règles de jeu. J'aimais jouer, mais je connaissais rien du monde du jeu. Et j'ai imaginé ces règles-là. Et ensuite, j'ai dit il y avait un forum chez un éditeur. J'ai dit j'aimerais bien vous montrer ça. Et l'éditeur m'a appelé. Et il m'a dit, on a vu ce que tu me proposes comme règle, mais on voudrait que ce soit dans le quartier de Whitechapel. Et je voulais pas que ce soit que dans le quartier de Whitechapel, je voulais que ce soit dans tous les quartiers. Et du On coup, peut le lire, hein, c'était Croc. qui? C'était Croc. Ah d'accord, c'était Asmodée. Et il m'a dit, voilà. Et t'as dit non à Asmodée, quoi. je voulais pas que ce soit dans le quartier de Whitechapel. Je voulais que ça touche tous les quartiers. Et donc, du coup, un autre petit éditeur m'a appelé, qui s'appelait Necocorp 7e Cercle, et il m'a dit, est-ce que ça te va? Et j'ai dit oui, mais par contre, la partie graphique, je veux complètement la gérer avec mon pote. Et du coup, voilà, on a passé 8 mois à faire le graphisme, à essayer de faire un truc vraiment beau. Le jeu est sorti en 2000.
2005. Et voilà, et ça a été vraiment une très jolie On s'en souvient parce que nous, on était au tout début de Trick Track. Et alors, on a cherché le jeu partout, mais c'est un cafarnaum On a même incroyable trouvé ici. l'Arche d'Alliance. Ouais, elle est planquée, celle qui donne notre pouvoir. Et donc, on ne l'a pas retrouvé, mais je me souviens que quand il est sorti, effectivement, les graphismes étaient très, très, très recherchés. Je me souviens, on en parlait hors antenne tout à l'heure, que c'est à ce moment-là que sont arrivés les termes de moubourage et compagnie, parce que la manière dont tu as présenté le jeu, la manière dont tu as géré la communication n'était pas très, très courante à l'époque. Donc, ça avait suscité des réactions dans le forum, des hostiles ou des réactions agréables. Et puis, il y avait un autre jeu qui sortait plus ou moins en même temps, je crois. C'était lequel? C'est pas cette époque-là qu'il y avait Monsieur Jack, c'est venu après. Oui. Mais il y avait ce qu'on avait cru que c'était une extension de je sais plus que je me souviens d'une histoire comme ça. Qu'il y avait un autre éditeur qui présentait un truc. Mais il y avait voilà, ouais, tu vois, alors qu'on n'était pas nombreux à l'époque sur ce track. Je veux dire en 2004, 2005. S'il y avait 1000 personnes par jour qui passaient, c'était. Mais bon, la communauté était très réactive et très hermétique à tout ce qui était Publicité, publicité, site internet, promotion. vidéo. Il faut dire que tu viens d'un milieu donc, où ça on contrôle et on maîtrise. Tu es dans le milieu du cinéma, tu as une maison d'effets spéciaux, etc. Et puis pas une petite maison. Nous, quand on est allé, je me le rappelle, on est allé visiter tes locaux, c'était il y a une dizaine d'années. Donc c'était rue de la Roquette à Paris. Tu y es toujours ou vous avez Non, on a déménagé. Ouais, voilà. Parce que c'était très sympathique, mais c'était très. Voilà, tu débutais plus ou moins à l'époque, c'est ça? Ouais. Voilà, donc, mais depuis, c'est devenu très très costaud. Je vois, on se suit sur Facebook, je te suis sur Facebook et je vois bien les projets sur lesquels tu travailles. Mais donc ça veut dire que dès le départ. On peut en citer quelques-uns quand même, non? Ouais, c'est. Sur lequel je bosse ensemble. Ouais, où tu as bossé. Whip Studio était très connu à une époque, il y a 2-3 ans, sur Bref, puisqu'on a fait tous les effets spéciaux de Bref. Voilà. Ça Et là, représentait. j'ai découvert qu'il y avait des effets spéciaux dans Bref. Il y en a partout maintenant. Dans mon pauvre ami, il y en a partout. Ok, ouais. On en arrive à un point d'effets spéciaux partout que tout le monde se targue et se vante de dire ah putain ou vante les mérites de notre ami Miller en disant Mad Max zéro effets spéciaux, mais il y en a partout. Il y en a et là ils commencent à le découvrir les gens. Ah bah dis donc, ils ont fait ça sur il y a un fond vert, bah ouais. Puis là tu crois qu'il y a 3000 personnes, non il y en a 400 et on a rajouté des doigts, il y en a partout. Bien qu'ils aient fait des cascades, c'est comme d'habitude, c'est comme notre ami c'est comme il s'appelle Belmondo. Il faisait toutes ces cascades. Bon, il en avait fait 2 sur tout le film, mais il faisait ces cascades. Là, c'est pareil. Ils ont dû faire 2 cascades de bagnole, mais tout le reste, c'est monté, c'est incrusté. Voilà. Donc, tu avais pris le bon chemin parce qu'effectivement, plus ça va, plus il y a des effets spéciaux partout. Oui, Effectivement, bien dans sûr. Bref, un programme court. 389 plans truqués, ça veut dire 4 effets visuels par épisode. T'imagines un peu. Mais quand même. Ouais. Et donc, évoluons dans ce secteur-là, il y a plus de 10 ans, c'est logique de faire de la promotion, de bien chiader, de faire des publicités, des machins. Et dans le monde dans lequel nous on évoluait, qui était un monde de passionnés, qui allait chercher ces jeux, là on parlait pendant Frat et Tigris, en Allemagne, traduit à l'arrache par un bénévole, ça choquait. Ouais. Alors que c'est devenu la norme maintenant. Oui. Il y a même des trailers. Il y avait des trailers. Oui, il y Non, avait- non, les Non, il y a trailers de Edge sont arrivés juste après. Juste après, voilà. Ouais, t'avais juste fait une après. vidéo. C'était Aurora Arkham qui était le premier c'est vrai. vrai trailer que j'avais vu. ouais. Mais nous, on était le tout premier à avoir lancé le coup du trailer, Ouais. la vidéo en flash, tout ça. Et donc, j'ai découvert un terme que j'aime beaucoup qui s'appelait moubourage. C'est bourré Et, de mou. voilà. Et je trouvais ça génial. Mais à l'époque, ça me dépassait tout ça. J'avais 24 ans, 23, 24 ans. Donc, tout ça me dépassait. Je ne comprenais pas vraiment ce qui. Et London 88 avait en plus la double bataille parce qu'il y avait eu du coup tous ces sujets sur le forum en disant bah tiens on nous le présente de cette façon-là et on n'était pas habitué. Et en plus le jeu en lui-même, alors que sur Trick Track justement c'était aussi un côté très pas communautaire, mais en tout cas, effectivement, dans l'entre-soi, on connaissait des jeux qu'on allait chercher sur le marché allemand. Et là, arrivait un jeu où on allait prendre le fiacre et on allait se déplacer au D6, où il y avait une chance ou pas de se faire choper son argent et les objets qu'on avait ramassés péniblement. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que c'est à l'autre bout du plateau qu'il fallait aller. Et donc, certains, au point de vue de l'ambiance, c'était très il ne clivant. cite pas Aurora Arkham pour rien. Pour rien. Non, mais c'est clair, c'est vrai aussi. Mais du coup, c'était aussi clivant parce dans que le public. T'as ceux qui disaient on vit une histoire de malade, et puis t'as ceux qui disaient bah non, regarde, c'est pas possible. J'étais là, c'était super bien stratégique, et en fait, le crime il est à l'autre bout. Et, En fait, j'ai fait le jeu que j'imaginais vouloir jouer quand j'avais 12 ans, en fait. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai gardé ça tout le long. Ouais, mais Et, il en a pas moins quand ce genre de jeu s'est quand même malgré tout développé. Tout à fait. Sauf Faut que se nous, méfier. effectivement, Il y a sur des Trick Track, on moments- n'était pas habitués. Il y a des moments, il faut se méfier. Moi, j'ai fait ça avec les jeunes filles et tu risques la prison. Mais- Donc ça c'était notre première rencontre donc sur London 88 et puis tu as fait un jeu
C'était celui-là, et tu as continué à travailler, mais tu n'as jamais cessé d'observer ce qui se passait. Jamais, Puisque tu continues de venir sur Trick Track, tu es Toujours, joueur. Quand tu es Toujours, venu, tu dis, ouais, il y a plein de boîtes, j'en ai plein chez moi, mais il y en a beaucoup plus ici, c'est normal, hein, on nous les donne. Donc tu as continué à. J'ai jamais. En fait, c'était génial parce que pour moi, cette expérience d'avoir fait London, en plus de partager cette passion pour Jack l'Éventreur, ça m'a permis de croiser des autres auteurs et de découvrir leurs jeux. Donc, du coup, tout ce que j'avais pu un petit peu gagner avec London, je l'ai redistribué à tous les auteurs parce que j'en ai tellement acheté et du coup ça m'a fait. Ben, je suis là aujourd'hui, c'est ça qui est génial. Tu me disais, parce que j'ignorais que c'était de toi, qu'il y avait eu d'autres jeux avec licence. Oui. Par exemple, Prison Break. Oui. J'ai encore cette boîte. Alors, c'était surprenant parce que c'était aussi l'époque où on disait, oh là là, enfin en tout cas sur Trick Track, pardon, je vais recibler un truc. Sur Trick Track, on disait, oula, dès qu'il y avait une licence d'ailleurs, oula, ça allait être terrible. Il y a eu une époque, c'était calamiteux. Voilà. Donc du coup, et alors que, en l'occurrence, Prison Break. Même si sur Trick Track, il n'a peut-être pas forcément une moyenne énorme, il avait eu un traitement, un travail où le thème et le mécanisme reprenaient un petit peu du poil de la bête. Mais c'était la première fois qu'un jeu sous licence, il y avait des magazines, je crois que ça s'appelait Plateau, et un autre et qui avait eu sa couverture. Ouais, c'est ça. Voilà, donc l'éditeur disait c'est la première fois qu'un jeu sous licence est en couve sur un magazine spécialisé. Et Prison Break. Lire les règles du jeu dans son dos, c'est super. Et Prison Break, ça a été une expérience aussi, c'était tout bête. C'était un jour, un gros éditeur m'appelle en me disant est-ce que tu veux faire du jeu sous licence? Moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et il me dit bon, bah, ok, on va faire plus simple, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et j'étais fan d'un film qui s'appelle Les Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Et j'ai dit je voudrais faire une évasion de prison. Et il m'a dit c'est ce que tu veux faire? Et j'ai dit une évasion de prison. Donc peut-être qu'on peut faire le conte de Monte Cristo. Et à ce moment-là, il me dit on fera ça. Et on a une licence, ça s'appelle Prison Break. Est-ce que tu as vu la série? Et j'ai dit de quoi ça parle? Il me dit d'une formidable évasion de prison. Et j'ai dit je veux faire le jeu. Ah oui, c'est étonnant comme ça se passe parfois. Mais j'ai regardé la série juste après. Mais c'est problème de licence, parce qu'à un moment donné, ça ne fait pas forcément des mauvais jeux, parce qu'on le voit chez FFG, ils en font plein et ça marche. Ça a fonctionné. Prenons le X-Wing, c'est Star Wars, les gens, le jeu marche à mort, il est vraiment très très bon. Mais c'est parce que grosse bascule avec Battlestar Galactica. Ouais. Mais c'est parce qu'à l'époque, si tu te souviens bien, le spécialiste des licences en France c'était Tilsit. Ouais. Et on peut le dire maintenant parce qu'il y a prescription et c'était il y a 10 ans, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Didier Jacobet qu'on a reçu ici. Il y a un moment donné chez Tilsit, ils produisaient un jeu à licence pour payer les dettes du jeu précédent. Donc ça produisait, et au bout d'un moment, ça allait tellement vite que la qualité n'était pas forcément toujours là, aussi bien au niveau des règles qu'au niveau de la qualité de production, parce que pour baisser les coûts, ça faisait du cheap, quoi. On en a ici des valises, Buffy contre les vampires, donc voilà, il y a des idées intéressantes, parce que c'était quand même des gens, Georges Gilles et compagnie, qui sont toujours très bons. Qui s'occupaient de ces trucs-là, donc c'est des vrais joueurs qui mettaient un peu de... Mais c'était pas effectivement testé ou essayé. Donc les licences ont pris une claque. C'était pour du grand public peut-être. Il fallait que la complexité soit très basse. C'était un moment délicat et finalement Tilsit s'est planté, puisqu'ils ont fait le jeu de trop qui n'a pas payé la production précédente, et puis voilà, on est passé à autre chose. Mais je crois que les licences, malgré tout, maintenant, recommencent à être soignées, quoi. C'est plus vraiment n'importe quoi, ça coûte tellement d'argent de payer une licence que tu ne veux pas se foirer. Quoi. Mais du coup, tu en as d'autres sur le feu, alors, des jeux? Là, il y en a un, après de longues années, ça s'est fait par hasard, je suis allé à un salon formidable qui s'appelle le Salon Fantastique, et j'ai vu des dragons, et un ami, Guillaume Besançon, m'a dit tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec ça, et puis on s'est dit pourquoi pas, et puis les éditions Matago, Micha m'a dit voilà, faisons un truc ensemble. Génial. Donc voilà, logiquement ça devrait voir le jour fin d'année. Combat de dragons avec des dragons, ouais. Ah bah oui, forcément, oui. Mais il faut nous envoyer des infos, ça, monsieur. Viendra en temps et en heure, j'imagine. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que nous, au début, quand on t'a croisé avec le MOPS, et puis que l'affaire London, je dis l'affaire parce qu'il y avait tout ce brouhaha, on t'a croisé, effectivement, c'était assez facile de voir que tu n'étais pas du même milieu que nous, mais tu n'étais pas un consommateur de jeux comme nous, on l'était. Donc on est allé à ta rencontre et on s'est rendu compte que tu avais une société, tu travaillais dans la vidéo, on s'est dit il a fait ça comme ça, etc. Et puis au fur et à mesure que tu
grandissait, et que nous aussi, tu as fait d'autres choses. On s'en rend compte en allant à Geekopolis, tu as fait d'autres choses dans des univers qui sont très parallèles, pour ne pas dire croisés avec le monde du jeu de société, puisque là, tu vois, tu nous as ramené 3 trucs. C'est ça qui est formidable. Nous, on pensait que tu étais un Parisien voilà, qui se paye son jeu, voilà, il est content, mais en fait, tu as une espèce de touche à tout. Tu as envie de faire des choses et tu les fais. Là, tu nous as ramené ta production. Ça, il faut qu'on en parle. Parce que tu as quand même fait une BD. Tu as quand même fait. C'est quoi ça? Oui, c'est un comics dont vous êtes le héros, c'est ça, hein? Non, c'est un comics sur l'histoire de l'USS Indianapolis. Quand j'étais petit, j'avais vu Les Dents de la Mer. Ouais. Et je l'ai vu à 5 ans et demi, Les Dents de la Mer. C'est ce qui m'a constitué et ce qui m'a poussé à faire aujourd'hui le métier que je fais. Et à un moment donné, il y a un grand monologue de Robert Shaw qui parle de l'USS Indianapolis. C'est ce bateau qui a coulé en 12 minutes. Il y avait 900 personnes, ils sont tous fait dévorer. Et je me suis dit, quand je serai plus grand, j'adorerais raconter cette histoire-là. Et c'est celle-là? Ouais, j'ai rencontré 3 survivants. Encore. Il y en a sur les 3, il y en a 2 qui sont morts l'année dernière et qui avaient 90 balais et qui ont vécu ça. Et je voulais raconter cette histoire en temps réel. En fait, voilà. C'est tout à fait Damien Marie. Quand il était petit, il se dit je rêverais de faire ça, puis il le fait le mec. Tu vois. Et puis, tu as fait ça c'est un roman dont vous êtes le héros, si je me souviens bien. Alors, il y avait le premier, c'était Emma, c'était un livre, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros, mais pas vraiment jeu, qui était parce que quand j'étais petit, même chose, les livres dont vous êtes le héros m'avait marqué et je voulais en faire un quand j'étais plus grand. Et puis, voilà, j'en ai fait un pour les anniversaires, j'offrais ça, et puis un jour, un éditeur l'a vu et il l'a publié, c'est Michel Lafon. Et puis là, les lendemains d'hier, en fait, je me rends compte que tous mes projets, quand j'en parle, sont liés à mon enfance. Bah oui, d'une certaine manière. Oui. Et celui-ci, en fait, quand j'étais petit avec ma sœur, et c'est pour ça que je le mets même d'ailleurs, je dis avec ma sœur à qui j'ai fait mon premier voyage dans le temps, on avait vu un film qui s'appelait Retour au futur. Et je voulais voyager dans le temps. Et je me suis dit, j'adorerais écrire un livre qui parle de toute l'histoire de l'humanité, où il y a une énigme, et le lecteur va voyager lui-même dans le temps. C'est ballot, tu aurais pu te dire, quand je serai grand, j'inventerai une machine armoire. Mais c'est prévu. On aurait fait Parce que si je perds cette partie-là, je reviendrai dans le temps pour comprendre comment... Et donc, quand je parle de ces univers tout multicroisés, c'est pour ça que tu as suivi en permanence le jeu, Trick Track, etc. Par exemple, le dernier bar avant la fin du monde, c'est une aventure que nous, on a suivi aussi au départ, puisque l'idée de ces gens-là, c'était de faire un café où ils pouvaient proposer des univers de l'imaginaire et puis de pouvoir s'asseoir pour jouer. J'ai rencontré ces gens-là à Geekopolis, on a parlé aussi, c'est des rôlistes, etc. Donc, tu as fait une bande dessinée. Et une série télé. Et une série télé qui est basée sur M6. Avec M6. Et en fait, ça s'est fait. Les gens ne me croiront jamais à chaque fois quand je raconte ce genre d'histoire, mais en fait, un ami m'a dit. Passe, je vais te montrer ce dernier bar. Je rentre, je rencontre Cyril Grillon qui était à l'époque celui qui organisait un petit peu tout ce qui était événementiel au dernier bar. Et il me dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis, j'adorerais faire un truc avec les monstres du cinéma quand j'étais petit, le Blob, les zombies, tout ça, des films des années 50 et ça. Et les films de la Hammer, ce truc-là. Et lui, il me dit, j'adorerais faire un truc où on réunit tous les copains du web. Bref, pas le Macho Golden Show. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, il y a une date, c'est la fin du monde dans 4 mois. Voilà, il faut le faire. Et du coup, on a remonté nos manches et on a eu la chance de pouvoir faire cette c'est la phrase qui manque parfois. C'est il faut le faire. Il faut le faire. Mais nous, on est un peu feignants. Donc nous, c'est faudrait le faire. Nous, c'est faudrait le faire. Yanka Faucon. Il faudrait qu'on fasse ça. J'ai eu peur. Non, c'est assez rigolo. Et alors, finalement, en 10 ans, cette évolution du monde du jeu, tu l'as perçue comment, toi? Tout ce qui s'est passé, parce qu'on peut dire que ça a explosé depuis. Vraiment, extérieurement, j'ai vu quelque chose qui était un microcosme, avec vraiment un côté très artisanal. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que tout devenait très industriel, en fait. Ou d'un coup, tout devenait ce que nous, on imaginait, c'est-à-dire des vidéos, de la promotion, plein de choses. C'est une grande industrie. Moi, je trouve ça formidable parce que jouer est important. Parce que jouer, en tout cas moi, me permet aujourd'hui, et il faut savoir que je consacre une journée par semaine, le dimanche, où je joue de 9h du matin jusqu'à 21h. Ah oui. Steven Spielberg pourrait appeler, je ne répondrai pas. Spielberg pourrait appeler. Ah oui, parce qu'on a. Attends, j'en suis quasi sûr, parce que tu organises des concerts, là. Là, tu organises Danny Elfman et Tim Burton. Là, on fait venir Tim Burton, Danny Elfman, le 10, 11, 12 octobre. Et ensuite, on fait Steven Spielberg le 30 avril 2016. 2016. Spielberg avec notre ami John Williams, mais qui ne viendra pas parce qu'il a 84 ans et forcément, il est un peu vieux. Voilà le genre de choses que fait
Damien. Ça Tu aussi, pouvais faire ça- revenir John Barry. J'adorerais, tu sais que j'adorerais. Mais tout ne tient toujours qu'à des choses qu'on a dans son passé. Souvent, je trouve que quand on est petit, on a des rêves. On se pense facilement qu'on sera cascadeur plus tard ou telle chose. Et je pense que j'ai conservé ça. Et le monde des adultes, à un moment donné, a effacé ça de ma vie. Et c'est revenu à l'âge de 19 ans. Et je me suis dit, quand je serai plus grand, il faut absolument que je fasse ça. Et en gros, parce que vous allez jamais croire, donc là, je me suis dit que je vais pouvoir le prouver. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui pourra montrer, mais là, il y a des portraits. Hein. je vais trouver ça. Voilà, en gros, j'ai retrouvé ça. C'est le ticket de cinéma de Toy Story en 1996 et Batman en 1989. J'avais gardé ces 2 tickets de cinéma quand j'étais petit. Ouais. Et je me suis dit, quand je serai plus grand, je voudrais absolument, parce que j'avais séché l'école Une pour time revoir, machine. revoir le Batman que Ouais. j'avais vu avec ma cousine. Et j'avais pris un enregistreur et j'avais enregistré la musique du générique du début. Ouais. Et je la faisais écouter aux copains à l'école, parce que j'aimais pas l'école, donc j'y allais que pour la récréation presque. Et je leur disais, écoutez, c'est génial, imaginez plus tard un grand concert, un grand truc. Et il a fallu attendre pratiquement plus de 20 ans pour pouvoir réaliser ça. le faire. Je revis la même chose que j'ai vécu quand je l'écoutais en boucle en boucle. J'ai gardé la cassette, j'ai gardé les 2 tickets. Ouais, tu gardes Et tout, le ouais. Toy Story, on a fait les 30 ans des studios Pixar au Palais des Congrès en juin dernier. Donc je pense que tout ce qui est lié, en tout cas moi, à mon enfance, et je pense que chacun d'entre nous, Oui, sans le doute. jeu, Oui. tout ça, on a ces souvenirs qui sont tellement Non, forts. moi, à et, 12 ans, j'ai fait sécher des pensées dans un livre pour me les adresser plus tard quand je serai adulte, parce que je savais que j'allais oublier. Alors ça a marché, mais ça n'a rien donné. J'ai effectivement retrouvé des pensées séchées dans un livre qu'un petit garçon de 12 ans qui était moi avait mis dedans. C'est assez étonnant comme sensation, mais Oui, malgré tout. On n'est pas loin du voyage dans le temps quand même. c'est des time capsules, hein, enfin, je veux dire. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui. Mais Moi, je veux le bien, fais je veux bien me inconsciemment, déguiser en Batman quand tu veux, c'est un des rêves d'enfant. Hein, donc, Faut venir, en octobre prochain à Paris. C'est vrai que t'as un petit quelque chose j'ai un côté de Julien Lepers. Michael Keaton. Oh, purée. Michael Keaton. Non, tu trouves pas? Oh, bien, tout à fait, je ne veux pas contrarier. Non, mais c'est assez rigolo, oui. Donc le milieu s'est industrialisé, devenu un peu C'est plus proche du jeu, oui. industrialisé, mais voilà, moi, j'utilise le jeu dans ma vie en Ouais. tout cas comme un formidable cours théorique de ce que je peux appliquer dans la vie pratique. C'est-à-dire en gros, là on va faire une partie, on va construire des temples. Je vais vraiment m'y croire dans ma tête. Ouais. Et je me dis un jour prochain, je vais peut-être construire un temple. Ouais, c'est Et rigolo. comment on fait? Et en fait, vraiment, je consacre une journée entière le dimanche avec un copain depuis 20 ans. Il Ah ouais. vient de 9h du matin jusqu'à 21h et je Jeu ne de fais que jouer. plateau ou jeu vidéo? Tout, jeu de plateau, jeu de rôle, jeu vidéo, tout ce qui est nouveau, je vais le tester en fait. Et je prends le même plaisir. Même si des fois le jeu ne me correspond pas, j'ai Mais autant de plus plaisir. un plaisir de découverte, quand même. Ouais, de curiosité. Ça te nourrit. Ça me nourrit énormément. Tous ces univers me nourrissent et en plus, je pense que, vous savez, quand on était petit, qu'on mettait la cape de Superman, on Ouais, était Superman. c'est clair. J'ai l'impression d'être ces gens-là et du coup, quand je retourne dans la vie normale, active, j'ai tous ces penchants, toutes ces choses que j'ai gardées et je me dis, ok, faisons-le. Ok, Mais ça doit être ça. pour cerner un peu mieux cet énergumène, on peut raconter la petite histoire là juste avant qu'il soit arrivé ici dans les locaux. Ouais. Raconte ton histoire de la gare. Ah oui, bah oui, c'est rigolo ça. C'est très parlant, c'est très parlant. je Oui, oui. trouve. Aujourd'hui, 2015. Ouais, ouais, mais Ouais, ça en montre fait, que la vie est assez intéressante. Je sors du train et puis il y a un piano qui est à la gare, qui est là pour que les gens puissent jouer du piano. Et il y a un garçon qui est en train de jouer une musique. Et puis je m'arrête et puis j'écoute la musique, me disant je suis ni en avance ni en retard. Et j'écoute cette musique, il en joue une, puis les gens regardent autour, et puis je vois les gens qui sont limite, je trouve la musique très belle. Il en joue une seconde. Et puis à un moment donné, je vais le voir et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Et il me dit bah, c'est de Ludovico Einaudi, c'est ça? Je suis sais incapable de plus, prononcer le nom. le Ouais, nom est un Elodie. peu obscur. Et donc j'essaie de noter le chose, je dis est-ce que c'est le bon orthographe? Puis ensuite je cherche et j'écoute en venant ici, il me faut à peu près 10-15 minutes, j'essaie d'écouter le maximum de titres et j'appelle un de mes collègues, un de mes associés, et je lui dis écoute, regarde cet auteur, je trouve que c'est formidable, un piano, 2 violons, c'est tellement touchant qu'il faut en faire quelque chose. Je rentre, donc je rencontre le Dr Mops qui m'entraîne dans les bureaux et Monsieur Fall me montre une table prochaine. Voilà, oui, voilà, parce que c'est un comme je finissant t'expliquais les d'avant-première. travaux, tout ça, Voilà. je dis voilà, la table qu'on va avoir, elle ressemble à Et ça. tout à coup, je ne vois plus. J'entends une musique et la voix de Monsieur Fall, vous savez, devient fou. Et je l'entends Si bouger seulement on les pouvait lèvres, faire mais, pareil. et tout à coup, je me dis cette musique, qu'est-ce que c'est? Et donc je dis à Monsieur Fall, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Et il me dit, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, Parce que j'écoutais, voilà, je suis en train d'écouter. et je dis à mon associé, je t'en supplie, appelle les Italiens, il faut absolument faire ce truc-là. Et il me dit, ok, je suis dessus. Et juste 2 secondes après, on a eu Ouais. Pour voir, quoi. voilà, qui dit, C'est parti. Et pour fixer qui est ce monsieur, c'est le monsieur, je l'écoutais justement, et c'est très très rigolo aussi, parce que j'ai regardé le dernier Nolan, qui est Mummy. J'ai regardé ça il y a peut-être, on va dire, un mois ou deux. Il
il y a un morceau de l'album de ce monsieur qui est juste magnifique, qui est vraiment splendide. Et au moment où il est joué dans le film, c'est magnifique. Et ça faisait un moment que je me disais, il faut que j'achète ce morceau parce qu'il me plaît tellement que. Et j'ai acheté l'album complet parce que quand je l'ai écouté, pareil, je me suis dit, putain, tout est vraiment bien. Acheter un morceau, c'est ridicule. Et j'ai acheté ça il y a pas 15 jours. Et c'est pour ça qu'il tourne en boucle sur mon ordinateur. Ça, et puis un petit groupe qui était juste avant, qui était un groupe de vieux punk énervés. Mais bon, au moment où t'es arrivé, c'était passé à celui-là. Pourquoi il va organiser un concert? Oh, avec les vieux punk énervés, tu me diras, ça ne coûtera pas cher. Et t'as un type qui fait, en bière probablement. Donc c'est assez rigolo. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas se retenir. Parce que bon nombre d'entre nous n'auraient pas demandé au monsieur au piano ce que c'était. Tu vois? Je pense que d'une certaine manière, j'ai gardé l'immaturité que j'avais quand j'étais gamin. Quand on est gamin, on dit facilement aux gens je t'aime, je ne t'aime pas. Et ce qu'on perd à l'âge de l'adolescence, parce que d'un coup, on a de nouveaux sentiments comme la honte, l'avidité, la convoitise qui sont autour de nous. Et on ne prend plus la main quand on traverse la rue. Tout ça, c'était. Et je pense que même jusqu'à l'âge de 14 ans, moi, ça me perturbait parce que je ne comprenais pas. Et donc, je suis rentré dans ce monde un peu des adultes, et malgré moi, parce que je trouve que c'est un piège de rentrer dans le monde des adultes. Peter Pan. Pas que, parce que tu as du nouveau moyen quand même. Oui, c'est vrai. Et on est un peu plus crédible avec une barre. Oui, Tu crois? On est un peu plus crédible. Et donc, du coup, je pense que voilà, j'ai gardé de ça cette curiosité. Et je pense que c'est l'innocence que les enfants ont et le fait de se dire que tout est possible. Et que juste quand on croit à une chose, il y a forcément des gens autour de nous qui vont venir et croire à ce même projet. Et on réussit avec eux, en fait. On ne réussit pas par soi-même, on échoue par soi-même, mais on réussit avec les autres. Et les autres arrivent et croient à votre projet. Et c'est eux, plus que vous, des fois, qui vont amener le truc. Et vous êtes juste ce petit déclencheur de départ, ce déclencheur d'arrivée, vous allez soutenir. Et c'est ça que j'aime dans les aventures. Quand on a fait London, on ne pensait pas être édité, tout ça. Moi, c'était juste la passion, tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait et que j'ai fait avec, ou ce qu'on a fait, c'est parti d'une idée de base, d'un souvenir d'enfance ou d'une chose. Et on s'est dit, faisons-le. On ne sait pas où ça va aller. Après, ça existe pas, mais voilà. Il vaut mieux ne pas regretter de ne pas avoir essayé. C'est ça l'idée. Vivre l'aventure. Si tu n'essayes pas, tu ne vas pas. Donc pour répondre à M. Mops, ça marche aussi avec les filles. Si vous ne tentez pas d'aller voir cette femme-là, elle vous dira non parce qu'elle vous le dit non sans vous le dire, puisque en gros, vous n'allez pas l'aborder et elle vous dira non. Moi, je vais avoir des ennuis. Si je vais voir les filles, je vais avoir des ennuis. Mais en gros, il faut... Mais il faut à la fois une certaine dose d'inconscience et d'hyperconscience. C'est-à-dire d'inconscience pour se permettre de pouvoir aller vers ce vers quoi on tend et son envie, et une certaine conscience de se donner les moyens et de s'entourer aussi. C'est une pensée que j'ai beaucoup travaillée, celle de l'hyperconscience, parce que moi je suis persuadé que même l'inconscience peut être de l'hyperconscience, c'est-à-dire que c'est quand tu prends conscience que tu ne risques rien à aller voir cette personne qui joue du piano, elle ne va pas te tuer. Si quelqu'un, j'ai un schéma mental qui est le suivant, c'est-à-dire que très souvent je me mets à la place de la personne que j'ai en face. C'est-à-dire, comment, si c'était moi qui jouais du piano, comment je réagirais si quelqu'un venait me demander ce que c'est? Je réagirais pas mal. Tu vois? Donc je suis conscient. Tu es hyper conscient de tout ce qui t'entoure. Donc ça te permet de récupérer cette inconscience, tu vois, de pouvoir tenter des choses. En même temps, la règle générale, c'est ne tirez pas sur le pianiste. Ça ne veut pas dire que le pianiste ne ne va pas tirer dessus. Mais tu vois, je pense, mais cette hyperconscience, elle est importante parce que ça te permet d'écouter, de regarder les gens différemment quand ils te parlent, quand toi tu leur parles. Parce que bien souvent, quand tu parles à quelqu'un, il faut savoir réagir à ses réactions. Tu vois, alors qu'il faut être conscient des signes qui t'envoient pour réajuster ton propos ou savoir comment le... Et ça, je pense que... ça y est, M. Fall fait de la PNL. Un grand philosophe, c'est d'être aware. C'est ça, c'est-à-dire que tu... Non mais tout à fait, et quand tu es comme ça, parce que comme tu l'as très justement dit, tu ne fais rien sans les autres. Non. Voilà. Non. Et donc, ces gens-là, tu dois les séduire, même sans faire exprès. C'est-à-dire que c'est la capacité que tu as à écouter, à être joyeux, excité par tes projets, à rendre ce plaisir, cet amalgame qui fait que ça va marcher. Mais je pense... Très important, il faut une zone de confort quelque part. Ah, tout à fait. Mais cette zone de confort... Il faut un ancrage sécurisant. Vous savez, je pense, pour résumer juste ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai demandé, en fait, faire une chose pour la première fois, c'est de faire de quelque chose de nouveau.
vous amène à des futurs possibles. Et là, la seule chose que j'ai eu l'occasion, et c'est grâce à quelqu'un d'autre, c'est juste dire, est-ce que je peux venir une fois dans cette émission? Et on m'a gentiment invité. Et de là, je n'aurais jamais écouté cette personne qui joue du piano. Je n'aurais jamais entendu ça. Et ce projet, s'il existe un jour, ce sera grâce au fait qu'à un moment donné, quelqu'un m'a invité à venir. Et ça, pour moi, je suis reconnaissant, pas de mon action, mais de ce qui se passe tout autour et des gens qui disent OK, bien. Ça, c'est de la conscience ou l'hyperconscience. On l'appelle comme on veut, on s'en fout, mais c'est d'être attentif à tout ce qui se passe et les raisons qui provoquent. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les gens qui font beaucoup de choses et ceux qui font moins. Voilà, c'est tout ça. On fait de la philosophie, alors quand on devait parler de il est 30 minutes, on va aller manger des burgers. Parce que ça aussi, c'est de la. Et puis après, on a une petite partie à faire. Écoute, frites et tigresse. Ah oui, tu peux manger du tigresse. Écoute, on s'est assis à cette table. Je ne sais pas de quoi on allait parler, mais on a parlé de choses diverses et variées. A priori, les gens ont l'air contents de ce qu'on raconte. Parce que tu sais, on est en direct et il y a des gens qui chattent. Ah oui, c'est vrai qu'ils me voient. Voilà. Ça sera en VOD après, mais. Coucou maman. Je voudrais. Je peux passer un petit peu. Vas-y, tout ce que tu veux. Je voudrais remercier tous les gens avec qui. Alors, mon pote Benoît Gallereau, avec qui je joue tous les dimanches et qui me supporte depuis 20 ans de jouer de 9h du matin à 20h. Et aussi tous les copains avec qui je fais des Game of Thrones qui durent 16 heures, mon record, avec Navo. 16 heures de Game of Thrones, c'est notre record. 3 heures sur le jeu de plateau. Voilà. Et qui, et la prochaine partie, le 13 juin, c'est un samedi. Et voilà, ça va durer minimum 8-9 heures. Donc je voudrais remercier tout le monde. La vache, ça négocie ferme. Je prends les Stark. La dernière fois, j'étais les Tyrell et j'ai perdu. J'étais violent, j'ai bien perdu. Ok, bon écoute, on va aller manger puis après on se fait la petite partie. Merci Damien d'être venu jusque-là, de t'être prêté au jeu du blabla, du papotage, je ne sais pas ce qu'on dit mais on le dit. Voilà, peut-être que ça éveillera certaines autres personnes, on ne sait jamais. Voilà, en tout cas c'est cool de faire des choses. Merci le Mops, qui est très aware. Le Mops il est aware, Pas mais... toujours. Oh, si, quand même un peu. Une belle attitude quand même. Une quoi? Une belle attitude quand même. Une belle attitude. Tu as une attitude belge? C'est ça. Aware. Ah ouais, ok. C'est hyper important. Moi, j'ai pris ça très au sérieux, le coup de aware. Ah, il faut être aware. Moi, je suis aware. Il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de nous. C'est ça. Guillaume. Ah oui, moi je serais Batman. Ça fait aucun doute. Ouais, je crois qu'il ne va pas y échapper. On a un fond blanc là, donc on va donner un costume et ça réglait bien. Il est temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire maintenant Johnny Reich. Reich.